Bonsoir, rebonsoir. La crise intérieure se durcit. Les syndicats annoncent une nouvelle journée de grève, de manifestation. Ce sera le 2 octobre et la polémique s'enflamme sur la taxation des plus riches contribuables. Les esprits s'échauffent autour de deux personnages. Zucman, le promoteur de la taxe, et vous, Thomas Piketty. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec Pascal Perry. Oui ou non, taxer davantage les grandes fortunes, la fameuse taxe Zucman. Petite parenthèse, il est votre élève. Ce soir, nous avons le maître, puisqu'il a été votre étudiant à l'époque. Donc il a bien grandi depuis. On s'adresse directement à Dieu plutôt qu'à ses saints. Votre phrase qui, évidemment, fait l'événement depuis quelques heures, quand vous adressez à ceux qui ne paieraient pas et qui essaieraient de se soustraire à cette taxe Zucman. Si vous ne la payez pas, vous vous mettez dans la même position que quiconque décide de ne pas payer d'impôts. Vos actifs peuvent être gelés. Et la phrase terrible qui a été tellement commentée, vous pouvez être arrêté à l'aéroport. Ah, vous savez ce que c'est que la provocation. Tant de gens en France se disent, voilà, ça c'est le retour de la terreur. Écoutez, la phrase dit exactement la réalité qui est « vous êtes dans la même position que quiconque ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, les milliardaires n'ont pas à être traités moins bien que les classes moyennes et les classes populaires, mais ils ne peuvent pas être traités mieux non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voudriez un système où les milliardaires peuvent fixer elles-mêmes le montant de leurs impôts, parce que le reste de la population, gentiment, va continuer de payer. En disant ça, vous savez comment c'est reçu, ça fait garde rouge. Voilà. Mais oui, dans l'esprit de beaucoup de gens. Oui. Là, on est à l'aéroport. Absolument pas. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Si, moi d'abord, j'insiste sur le fait que la taxe dont on parle là, c'est vraiment une taxe minimale. C'est-à-dire, on parle d'une taxe qui est donc, je rappelle, on explique 2% par an sur ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Juste pour fixer un peu le débat, les 500 plus grandes fortunes en France, elles ont augmenté de 500% entre 2010 et 2025. Donc avec cette taxe à 2%, il faudrait un siècle pour revenir au niveau de 2010, à supposer que les personnes en question n'aient aucun revenu pendant un siècle. Et le niveau de 2010 n'était pas un état de pauvreté. Vous êtes bien placé pour savoir que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Le gâteau s'accroît, heureusement, non ? Oui, non mais attendez, le revenu moyen des Français, ou ni même le patrimoine moyen des Français, n'a pas augmenté de 500%. La distribution de la valeur ajoutée n'a pas changé en 30 ans. Autant pour les salaires et les cotisations sociales. Vous avez parfaitement raison, ce sont uniquement ces 500 fortunes qui ont progressé beaucoup plus vite que la taille de l'économie. Non mais entendons-nous bien, le fait qu'il y ait des riches, des pauvres, des classes moyennes, tout va bien. Mais il faut que tout progresse à peu près au même rythme. Alors, ça n'a pas besoin d'être exactement au même rythme tout le temps, entendons-nous bien. Mais là, plus 500%, je pense que tout le monde comprend bien. Mais Thomas Piketty, quitte à être pédagogique, soyons-le jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est frappé pas seulement de l'argent, du cash ou de l'argent, c'est tous les actifs immobiliers, c'est toute l'entreprise, y compris sa valorisation qui n'est pas encore réalisée. Donc c'est tout ça qui serait... C'est une promesse de bénéfice, souvent. Ça n'est pas un bénéfice en tant que tel, ce n'est pas un flux, c'est un stock qui plus comme la dette publique. Comme la dette publique, c'est un stock virtuel. Oui, mais comme la dette publique, c'est ça, on l'a emprunté. La dette publique aussi, c'est un côté virtuel, mais ça finit par avoir des conséquences bien réelles. Oui, on l'a emprunté, la dette publique. C'est un stock. Alors, on a signé des OAT. Juste pour recadrer les choses. Là, c'est autre chose. Avec 2% par an, il faudrait un siècle pour revenir au niveau de 2010. Donc ceux qui disent c'est spoliateur, etc., c'est juste pas sérieux. C'est juste pas sérieux. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je suis d'abord chercheur en histoire économique. C'est-à-dire, j'étudie l'évolution des répartitions de revenus, de richesses, des problèmes de dette publique, des problèmes d'impôts, à travers les siècles, à travers les pays. Et ce que je peux dire simplement aux téléspectateurs, c'est que c'est la 4e fois que la France a une dette publique de ce niveau. C'est-à-dire que c'est arrivé au moment de la Révolution française et après chacune des 2 guerres mondiales. Il y a un air de révolution, pardon, d'après vous, faites allusion à 1788. Non, parce que c'est aussi après chacune des 2 guerres mondiales. Donc vous voyez, c'est des contextes différents. Le point commun de toutes ces expériences, parce qu'on ne va pas faire la même chose ni que la Révolution, ni qu'après la Première Guerre, ni après la Deuxième Guerre. Il faut inventer nos propres solutions. On le souhaite. Mais ce qu'on peut retenir de ces expériences, c'est que, bon, d'abord, on s'en est toujours sorti. C'est-à-dire, après chacune des 2 guerres mondiales, on était pour le coup entre 200 et 300% du PIB de dette publique. Non, mais juste à quel prix ? À quel prix ? Au prix d'une très grande misère, de très grande douleur sociale et économique, de la ruine de notre économie. Je peux vous dire que ça aurait été pire s'il avait fallu rembourser la dette pendant un siècle. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits, pour le coup, après la Seconde Guerre mondiale... C'est pas très glamour, ce que vous nous dites là. On a plutôt envie de proposer un horizon... C'est pas glamour, mais la dette publique, elle est là. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut bien essayer de regarder la réalité historique en face. Donc, tout ce que je veux dire, simplement, c'est que si on regarde la réalité historique objectivement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des dettes publiques de ce niveau-là, d'une façon ou d'une autre, les patrimoines privés ont été mis à contribution. Et ensuite, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire, soit vous mettez en contribution les plus hauts patrimoines privés, soit de façon beaucoup plus sournoise, notamment par l'inflation,
vous mettez à contribution les plus bas patrimoines. Thomas Piketty, pardon. Ah non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trompeur quand vous dites patrimoine, pardon, Thomas Piketty, répondez vraiment sur le détail, parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trompeur de dire patrimoine privé? Parce que quand vous dites ça, les gens s'imaginent, quelqu'un qui a 100 millions, un compte bancaire avec marqué 100 millions, il n'a qu'à donner 2%. Pardon, c'est vrai que ce n'est pas un effort considérable. Attendez, je comprends bien ce dont on parle. En réalité, c'est un pan de l'économie active. C'est des stocks, des usines, c'est de l'économie qui marche. La taxe foncière. Darius Rochebin, c'est de l'immobilier, derrière c'est l'activité de construction. Donc c'est vraiment de l'activité économique, c'est du lourd. Dans ce cas-là, supprimons la taxe foncière, s'il faut qu'aucune activité économique soit taxée à travers un impôt sur le patrimoine. Sauf que les mêmes, non mais attendez, c'est très important, parce que les mêmes qui aujourd'hui ont peur d'un impôt à 2% sur les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros. Le fait que la taxe foncière... Encore une fois, c'est pas seulement les personnes, c'est tout leur bien de travail, c'est l'outil de travail. Qu'on parle de l'impôt sur les plus pauvres aussi. Parce que l'impôt sur les plus pauvres, et notamment sur le patrimoine des plus pauvres, c'est quoi? D'abord, c'est l'inflation. C'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu 10% d'inflation. C'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'il y avait des dépenses non financées. Et quand vous avez 10% d'inflation, les personnes qui ont 50 000 euros d'épargne, 100 000 euros d'épargne, tac, 10% de taxes sur leur patrimoine. Ça, tout le monde s'en fout. Sur votre plateau, personne n'est venu pleurer. La taxe foncière, je reprends quand même la taxe foncière, parce que c'est ça l'impôt sur le patrimoine des Français, qui ont travaillé dur, parfois pour construire une maison, pour s'acheter un appartement qui vaut 200 000, 300 000, 400 000 euros. Non mais attendez, laissez-moi finir, qui ont un emprunt sur le dos, qui parfois est pratiquement du même montant que la valeur du patrimoine, et qui est presque du même montant que la valeur du patrimoine, donc qui ne possèdent rien en réalité, qui vont rembourser pendant 20 ans comme un locataire. On leur fait payer chaque année la même taxe foncière que quelqu'un qui aurait le même appartement de 300 000 euros sans emprunt, mais avec un patrimoine financier de 3 millions d'euros. Est-ce que c'est juste? Non, mais... Donc, si vous voulez, moi, ce sont ces injustices-là tout le monde profite des services dans une ville. Ces injustices-là... Non, mais... Oui, mais tout le monde profite des services, quelle que soit sa situation de fortune. Quand on surtaxe quelqu'un qui en fait ne possède rien, parce que quand vous avez un appartement de 200 000 euros mais que vous êtes endetté à hauteur de 190 000 euros, votre patrimoine net c'est 10 000 euros, c'est rien. La République corrige. Vous avez trois fois le plafond. Vous avez 3 fois le plafond de la sécurité. Cet échange illustre quelque chose, c'est que non, mais si je peux aller au bout de ma phrase, vous avez 3 fois le patrimoine des plus pauvres autant que du patrimoine des plus riches. Et il y a cette espèce d'obsession sur le fait qu'on va faire payer 2% au-delà de 100 millions d'euros, sur des personnes dont le patrimoine a augmenté de 500%. Oui, entre 2010 et 2025. Et moi, je demande juste un moment, il faut quand même regarder les chiffres et sortir d'une vision comme ça. Alors, laissez Pascal Perry aller au bout de sa virtuelle. Vous êtes payé 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Leur taxe foncière, c'est pas virtuel, je peux vous dire. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse la baisser. Ce qui n'est pas virtuel non plus, c'est que vous êtes payé 3 fois le plafond de la sécurité sociale, vous cotisez 3 fois plus que celui qui cotise à un plafond. Quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de différence non plus. La République, elle redistribue. Et à l'école non plus, vos enfants... Elle redistribue, la République. Vous connaissez comme moi le ratio d'écart de salaire primaire. C'est de 1 à 23 en France, et puis quand on applique la redistribution, on redescend à 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays plus redistributeur que la France. Oui, mais il n'y a pas non plus de pays dont les 500 plus grandes fortunes ont progressé de 500%. Il y a les États-Unis. Non, pas de 500%. En l'occurrence, elles n'existaient pas, les grandes fortunes. Les 7 magnifiques n'existaient pas il y a 25 ans. Alors vous savez, avec 200 milliards d'euros pour 500 personnes en 2010, les personnes, vous pouvez faire le calcul, n'étaient pas pauvres. C'est juste qu'elles sont passées à 1200 milliards. Et si vous voulez, à nouveau, si on était dans un pays où le niveau de ces plus grandes fortunes avait stagné, ou avait été réduit par rapport au PIB, la discussion serait très différente. Moi, vous savez, j'essaie d'avoir une discussion pragmatique. Mon travail en tant que chercheur, c'est d'essayer de collecter des données historiques sur des dizaines de pays, de comparer les choses. Donc moi, je demande simplement à chacun de prendre la mesure de la situation actuelle. Et donc, quand j'entends des gouvernants qui disent voilà, on va mettre à contribution les retraités à partir de 2 000 euros par mois, il n'y a pas le choix parce qu'ils sont quand même privilégiés par rapport à ceux qui sont à 1 000 euros par mois, mais que par contre 2% sur les gens qui ont plus de 100 millions d'euros, là c'est vraiment spoliateur, quelle expropriation insupportable. Mais Thomas Piketty, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. J'aimerais vous poser une question de bon sens. Thomas Piketty. Thomas Piketty et Pascal Perry, j'aimerais vous poser une question de bon sens. On prend l'exemple de Bernard Arnault. On le prenait tout à l'heure sur ce plateau et on avait quelqu'un de tout à fait de l'autre camp que vous, c'était Sophie de Menton. C'est intéressant d'avoir votre avis. Bernard Arnault qui a payé au total 6 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en 2024. 6 milliards, pardon. Ouais. Et au total, ce sont 15 milliards d'euros d'impôts sur 10 ans en France.
En moyenne, les dernières années, toute empreinte fiscale confondue, impôts, TVA, charges sociales, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Bon. Oui, la TVA, c'est les consommateurs qui l'ont payé. Allons au bout de la question. Société, c'est en partie les salariés, les cotisations. On comprend, Thomas Piketty, on comprend, pardon, aussi. Si vous permettez de finir ma question, ce déplacement de richesse dont vous parlez, c'est-à-dire ce pouvoir que possède Bernard Arnault actuellement, on comprend votre logique de dire il faut qu'il soit partagé. Est-ce que vraiment il serait mieux géré par l'État quand on voit la gestion désastreuse de l'État ? C'est-à-dire, ces sociétés sont bien gérées, ça marche, ça produit de la richesse. L'État est mal géré. On est à 3 400 milliards de dettes. Comment imaginer, et c'est du pur bon sens, il ne s'agit pas de défendre les riches, d'être pour ou contre les riches. Comment imaginer que cette richesse sera mieux gérée par l'État ? On vient de voir le contraire. Mettons Bernard Arnault à la tête du système de santé publique, d'éducation publique, ce sera sans doute beaucoup plus efficace. Les Français auront un bien meilleur service de santé qui coûtera moins cher. Vous y croyez sérieusement, Darius Rochebin, ce que vous êtes en train de dire ? Enfin, je veux dire, moi, à un moment, moi, si vous voulez, quand il y a des dépenses publiques inutiles, il faut les supprimer. Quand il y a des dépenses privées inutiles, parce que ça existe aussi, il faut les supprimer. Si on regarde les choses de façon pragmatique, prenons le cas de la santé. La santé, vous avez un pays qui est les États-Unis, qui dépense presque 20% de son PIB en santé, 18-19%, en grande partie à cause de coûts du secteur privé faramineux. La France, l'Europe sont à 12-13% du PIB. Vous vous rendez compte les masses dont on parle. En termes d'indicateurs de santé publique, vous savez comme moi que les bons indicateurs, ils sont en France, en Europe, pas aux États-Unis. Donc ça veut dire que la question de l'efficacité, en l'occurrence de la dépense privée de santé par rapport à la dépense publique, vous pourriez quand même ouvrir la discussion, accepter l'idée que la dépense privée n'est pas toujours plus efficace que la dépense publique. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à l'idée que parfois, ça marche mieux dans le privé. Mais avouez que sur cet exemple, qui n'est pas mineur, parce qu'on parle là de 10% du PIB qui se trimballe d'un côté ou de l'autre, on n'est pas du tout dans cette logique. Donc quand vous affirmez, comme vous venez de le faire, regardez comme il gère bien tout, regardez comme c'est mieux géré, vous voyez bien que vous êtes, de fait, vous êtes un peu dans la caricature. En termes d'affaires, vous êtes dans la caricature. C'est la réalité qui apparaît. Mais là, on compare le métier du secteur public, par exemple, là, c'est de produire de la santé publique. C'est pas de produire des sacs de luxe. Donc, et en l'occurrence, pour produire de la santé publique, ce que je vous dis, c'est que par rapport au système privé, où vous avez des Bernard Arnault à la tête des compagnies pharmaceutiques, des hôpitaux privés aux États-Unis, je vous pose la question, est-ce que c'est plus efficace ? Vous avez affirmé de façon vraiment en fermant le débat que évidemment c'est mieux géré. Je vous dis modestement, Darius Rochebin, que vous racontez n'importe quoi. Où est-ce que ça marche ? Si vous regardez si c'est n'importe quoi, pardon, où est-ce que ça marche ? La France a déjà la pression fiscale la plus importante d'Europe. Bon. Où est-ce que ça marche ? Pourquoi il y aurait un modèle français qui marcherait par miracle mieux que les autres ? Ça marche plutôt beaucoup mieux en Europe. Et moi, je voudrais rappeler quelque chose. C'est que si vous regardez des pays, non seulement comme la France, mais l'Allemagne, la Suède, le Danemark, vous êtes sur des pays qui ont la plus haute productivité du monde. C'est-à-dire parce que il y a des comparaisons de PIB par habitant qui sont faites ces derniers temps sur les ondes qui sont complètement délirantes, où on oublie complètement de prendre en compte l'indice des prix. Et c'est comme quelqu'un qui comparerait les salaires en oubliant l'inflation. Si vous prenez en parité de pouvoir d'achat, et vous avez des grandes enquêtes de parité de pouvoir d'achat qui sont organisées par le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, Eurostat depuis des dizaines d'années, mais que beaucoup de journalistes ignorent souverainement en prenant le taux de change du dollar. Actuellement, le niveau des prix aux États-Unis est tel que en fait, le taux de change devrait être de 1,50 et pas de 1,10 ou 1,15. D'ailleurs, ça a eu des conséquences politiques, le niveau des prix aux États-Unis. Si vous prenez la parité de pouvoir d'achat, le PIB par heure travaillée actuellement en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, c'est 60 € par heure travaillée de PIB produit. C'est exactement le même niveau que les États-Unis. Donc arrêtons d'être négatifs comme ça sur la France, sur l'Europe en général. C'est-à-dire qu'avec un plus fort niveau d'égalité, notamment d'accès à la santé, à l'éducation, on arrive au plus haut niveau de productivité du monde. Cela étant, à la fin, ils vont partir. Moi, je pense qu'il faut continuer en cette voie. Ils partent déjà. Ils partent en Italie. Vous avez vu ? Ils partent en Italie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les mettre en prison ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Attendez. D'abord, ça fonctionne. Le système français et européen fonctionne. Jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, il y a la plus haute productivité du monde. Voilà, si ça vous suffit pas, effectivement, moi je suis d'accord, on pourrait faire mieux. Mais pour faire mieux, il va falloir continuer d'investir dans l'enseignement supérieur. Moi, je voudrais que l'Europe ait les meilleures universités du monde. L'Europe a déjà surclassé les États-Unis sur la santé. C'est-à-dire en dépensant beaucoup moins d'argent, on a une espérance de vie, on est à 3-4 années au-dessus. Enfin, on a complètement surclassé les États-Unis. On pourrait surclasser les États-Unis sur l'enseignement supérieur et la productivité en investissant davantage dans l'enseignement supérieur. Et là, cette obsession sur est-ce que les personnes au-delà de 100 millions d'euros peuvent payer 2% par an, il faudrait un siècle pour revenir au niveau de 2010. Et vous voyez, on perd du temps par rapport aux vrais enjeux. Non, mais d'abord, personne ne défend le modèle américain ici. On est très attaché à la protection sociale. On est très attaché au fait que les salariés produisent leurs propres droits.
Au passage, on constate d'ailleurs que le système de protection sociale est en difficulté, il est endetté aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Mais il y a un désaccord, qui est un désaccord non pas de forme mais de fond, entre les chiffres que vous donnez et notamment l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui dit que le taux effectif d'imposition des 1% des revenus les plus élevés n'est pas de 2%, mais de 46%. Comment peut-il y avoir... Ça tombe sur les 0,01%. Rappelez-nous les chiffres, sur les 0,01%. Autour de 40%. Non, sur les 0,01%. Alors sur les 0,1%... C'est de ça dont on parle, hein, sur les 500. Très bien. Ça tombe à... Mais c'est faible. 27%. Oui. Alors, en plus, cette hypothèse, allez jusqu'au bout des chiffres quand même que vous citez, parce que dans ce cas-là, si vous montez jusqu'au plus haut de fortune, vous allez voir que ça tombe très fortement. Et encore... J'en profite, puisque vous me donnez l'occasion, de rappeler que ce chiffre est très fortement surestimé. Parce qu'en vérité, l'impôt sur le revenu, lui, est à 2-3% sur les 500 plus grandes fortunes. C'est uniquement en supposant que ces personnes payent le taux statutaire d'impôt sur les sociétés, parce qu'en vérité, les données exploitées par l'IPP ne permettent pas de voir le taux effectivement payé d'impôt sur les sociétés, sur les holdings familiales. On va vers la fin, mais on va vers la fin. Une hypothèse très haute sur l'impôt sur les sociétés. Le taux effectif IS, mais même de 35%. Thomas Piketty, Pascal, je recommande votre livre, ce que l'égalité veut dire. Quel est votre idéal, Pascal, Thomas Piketty? Vous savez bien combien on vous sort, voilà, Cuba sans le soleil, le Venezuela, etc. Je vous parle de la Suède et du Danemark, vous me parlez de Cuba. Je vous le dis un peu pour plaisanter. Quel est votre idéal, franchement? Où est-ce que, d'après vous, cette société dont vous semblez rêver, où on est beaucoup plus égalitaire et où ça marche, c'est où? Eh ben, c'est l'Europe, c'est la société dont je vous parle, et elle doit continuer dans cette direction. Vous savez, des pays comme la Suède ou le Danemark ou la Norvège ont été beaucoup plus loin que la France en termes de réduction des inégalités. Si vous prenez l'écart entre le seuil de revenu du 90e percentile et le 10e percentile, dans un pays comme la Suède, on avait un écart de 1 à 30 il y a un siècle, on est là à 1 à 5, et oui, je pense qu'on pourrait continuer dans cette voie, parce que ça a marché très bien, et ça a été une erreur. Ça a été une erreur de revenir là-dessus. Je pense que les pays nordiques devraient davantage s'allier avec l'Allemagne, la France pour défendre ce modèle social européen qui est globalement un immense succès. Dernier mot, nous le défendons. Pascal Perry, vous le défendez à votre façon. Hein. Non, écoutez, ça c'est votre jugement, mais vous me permettrez d'avoir le nôtre. La Suède, c'est aussi le pays dirigé par des socialistes, c'était Olof Palme, dans lequel Ingmar Bergman est parti, a quitté le pays en disant la pression fiscale est devenue insupportable. Vous jouez avec le feu, en réalité, avec les impôts. Il y a une propension à payer l'impôt, il y a un consentement à l'impôt en France qui est, à mon avis, assez largement partagé. 2%, c'est spoliateur, là, mais c'est pas 2% en réalité. Non, c'est pas 2%. C'est l'impôt minimum à 20%. Et l'immense majorité des entreprises dans ce pays... Non, mais vous avez une responsabilité. L'immense majorité des entreprises dans ce pays payent l'impôt, le taux moyen d'IS plus la surtaxe pour les entreprises de 1 milliard et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est plutôt 35% aujourd'hui. Il n'y a pas surtout les PME qui payent plus que les plus grandes entreprises, ce qui est scandaleux. À chaque fois que vous montrez un patron du doigt, c'est tous les chefs d'entreprise qui se sentent concernés. Personne du doigt. C'est pas du tout une question de personne. C'est vraiment juste une question d'argent. Les dignités des personnes ne sont pas en jeu. C'est très pragmatique. Merci Alain. Et à l'autre, votre livre, Ce que l'égalité veut dire, avec Michael Sandel, et c'est aux éditions du Seul. Merci beaucoup, Thomas Piketty, d'avoir été avec nous.